Donc, j'ai exactement prévu 30 minutes. Donc, vous allez m'aider. Si quelqu'un a des questions, je préfère qu'on pose des questions à la fin. Et donc, si quelqu'un a une question, il peut prendre note. Voilà, il peut remarquer le folio où il a une préoccupation. À la fin, on va prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Si on commence à répondre aux questions, je peux me perdre dans la présentation. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? J'espère que c'est bien visible. Donc, en premier temps, je vais d'abord me présenter pour que vous sachiez de qui est devant vous. Ensuite, je vais introduire la thématique d'aujourd'hui. Et sans oublier que la thématique, c'est l'immobilier locatif, l'investissement immobilier. C'est un investissement, on croit que c'est, je vais dire, c'est pas magique, c'est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin d'être multimillionnaire pour investir dans l'immobilier. Déjà, avec un petit salaire, je peux y aller lancer. Donc, c'est à la portée de tous. Il faut seulement avoir l'information, savoir ce que tu fais, savoir ce que tu veux, avoir la connaissance. C'est pour ça qu'il faut lancer un coup d'œil sur les livres là, c'est important. On peut prendre les photos pour acheter la documentation. Voilà, donc par la suite, je vais étaler les conditions à remplir pour se lancer dans l'immobilier du côté de la banque. Parce que si ces conditions ne sont pas remplies, ça ne sert à rien. Et nous allons parcourir ensemble les piliers de l'investissement immobilier. Pourquoi est-ce que tu devrais absolument investir dans l'immobilier? Être en Allemagne, avoir un contrat de travail indéterminé, avoir un salaire considérable, travailler en Allemagne 5 ans, ne pas être propriétaire, c'est bête. Parce que c'est tellement facile pour tout le monde. Pour tout le monde. Et à la fin, donc, il y a une rubrique pour les questions et réponses. Bon, sur ma personne, je suis Fabrice Zopop, marié et père de 3 enfants. Je suis ingénieur en génie mécanique, machine and bord, depuis 2012, ça fait 12 ans. Et je suis employé ici à Reims, ici à côté. Je fais dans la simulation des structures mécaniques et les fluides. Je suis à Reims depuis 12 ans. 2 ans après le début de ma carrière, je me suis rendu compte qu'avec le salariat, les petits 2000 € que je reçois, ça ne peut jamais me faire, je ne peux jamais atteindre mon épanouissement financier. Alors, je me suis donc décidé de me lancer dans l'immobilier depuis 2014. Ça fait donc 10 ans que je suis dans le domaine. Et de 2014 à aujourd'hui, ça fait 10 ans, j'ai pu bâtir un patrimoine immobilier de plus d'1 million d'euros. Et en dehors de ça, puisque avec l'expérience sur le terrain, je me suis dit que bon, voilà, ça peut être utile à plusieurs personnes. Donc, je me suis lancé aussi à pouvoir transmettre. Puisque nous les Africains, généralement, on a difficulté à lire. Nous savons lancer un peu dans les réseaux sociaux et tout. Je suis également en train de rédiger mon livre que je n'ai pas encore fini. Donc la structure Imogénie Académique, c'est tout simplement une structure qui offre également des services qui n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, on va parcourir un peu mes services. C'est clair qu'avant qu'on ne commence le workshop, je vais dire quand même quelque chose par rapport à mes services. Bon, sur les réseaux sociaux, je suis présent sur YouTube, sur Facebook, Instagram et TikTok. Imogénie Académique, tu vas me trouver. Bon, en parallèle, j'ai également une chaîne de divertissement pour le sport qui parle un peu des faits de société et tout. Sport sans tabou. Donc déjà, il faut lancer un coup d'œil dans ces 2 pages. Voilà. Et celui qui veut me contacter, voilà mes contacts. Voilà. En ce qui concerne mes services, comme j'ai dit, Imogénie Academy ne fait pas seulement les vidéos sur YouTube. Imogénie Academy a également des services. Et généralement, il y a des personnes qui ont des difficultés financières, qui ont des problèmes à organiser leurs finances, qui ont des problèmes pour mettre de l'ordre dans leurs finances. Je suis la bonne personne. Et je suis également spécialisé dans la fiscalité immobilière. Ça veut dire que quoi? Les personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier, plusieurs personnes se sont lancées dans l'immobilier sans vraiment comprendre ce que c'est. Alors, pour déclarer les impôts, ils perdent beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc, j'accompagne ces gens-là dans leur fiscalité, à réduire par exemple leur charge fiscale. C'est aussi l'un de mes services. J'offre également des formations, des workshops, des séminaires comme ceci que nous sommes en train de faire. Et en plus de ça, j'accompagne également dans l'investissement. C'est-à-dire que si tu veux acheter un bien pour vivre à l'intérieur, un bien que tu veux mettre en location, tu me contactes, je t'accompagne du début jusqu'à la fin. Voilà. De temps en temps, je suis également à la disposition voilà, il y a certaines associations qui m'invitent lors des assemblées générales comme ça, je viens, je partage mes connaissances et mes expériences comme ça. Voilà.
Donc, c'est à peu près mes services, c'est un peu mon quotidien. Bon, en parallèle avec ma carrière d'ingénieur, voilà. Allons immédiatement à l'introduction. Déjà, beaucoup de personnes ont dit, mais pourquoi est-ce que je vais investir en immobilier? J'ai mon bon salaire, j'ai mes 2000, 2500 euros, ça me suffit, je parviens à joindre les deux bouts. Pourquoi est-ce que je vais me précipiter? Pourquoi est-ce que je vais me lancer à bâtir un bâtiment immobilier? Ça me sert à quoi? En fait, il faut savoir que ce que tu gagnes aujourd'hui, c'est pas, tu peux avoir 2500 euros aujourd'hui, peut-être un mois, 2 mois avant ta retraite, tu auras un salaire, c'est pas de 4000 euros net. Du jour où tu prends la retraite au mois d'après, tu quittes de 4000 euros à 700 euros. Tu as un gap de près de 3300 euros. Tu fais comment pour combler ça? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Je fais comment pour combler ça? On va te proposer plusieurs assurances d'ailleurs là, mais est-ce que c'est effectif? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Ensuite, tu travailles maintenant, tu as un bon salaire, tu peux faire un accident, tu peux tomber malade, tu peux avoir une quelconque difficulté. Tu fais comment pour vivre pendant cette période où tu ne travailles pas? Tu vas faire des enfants, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, tu as déjà des enfants, ils auront 18 ans, ils auront le bac. Toi, quand tu as eu le bac, papa a prêté l'argent à la banque, dans les réunions et tout, pour te faire venir en Europe, ou bien pour te faire payer tes études. Bientôt, c'est ton tour. Le fils a le bac et ça va très vite. Le fils a le baccalauréat, il veut aller étudier en Angleterre. La pension là-bas, c'est 10 000 euros l'année. Tu fais comment pour financer ça? Tu gagnes 3 000 euros, 2 500 euros. Tu ne peux pas financer ça. Ça, c'est une question que je dois te poser. Je fais comment pour financer les études de mes enfants plus tard? Tes enfants, oui, même si ils parviennent à trouver une université ici aux alentours, ils veulent commencer une activité, il va falloir les accompagner, il va falloir leur donner un capital. Tu vas trouver cet argent où? La même chose s'ils veulent acquérir également leur bien immobilier, tu fais comment pour leur donner un coup de main? Et si toi-même tu veux peut-être, je sais pas, à 50 ans arrêter de travailler et profiter un peu de la vie, parce que c'est la façon que nous vivons là, nous ne vivons pas. De lundi à vendredi, tu es au boulot, samedi et dimanche, tu as une activité parallèle comme moi, si je suis dans les rendez-vous par-ci par-là, donc j'ai presque pas de vie. Est-ce que je vais faire comme ça à 67 ans? Si je vais le faire avant, si je vais anticiper ma retraite, je fais comment pour financer ma vie? Parce que le fait d'arrêter le travail ne veut pas dire que je n'ai pas de dépenses. Il va falloir financer ma vie à ce moment-là. Et tu peux avoir des rêves, comme moi par exemple, j'ai un rêve de réaliser, d'ouvrir une académie par exemple pour les enfants au Cameroun, sportif aussi, une académie de football. Il faut de l'argent pour ça. Je finance ça avec quoi? Donc, quand tu te poses ces questions-là, tu te rends très vite compte que ton salaire est 2500 euros que tu as. Et 30 ans plus tard, ça va augmenter peut-être de 1500 euros. Ça ne peut pas te permettre de réaliser tout ça. Une fois que tu t'es posé ces questions-là, tu comprends que tu es obligé d'investir. Tu es obligé d'investir. Donc, maintenant, il y a plusieurs personnes qui confondent la résidence principale et l'investissement immobilier. Il faut faire la différence. Le bien immobilier que tu achètes pour vivre à l'intérieur, je vais dire, ce n'est pas un investissement, c'est une dépense. C'est un peu comme une grosse voiture, une Lamborghini que tu achètes. Voilà, ça te coûte seulement de l'argent. Tu dois payer la mensualité à la banque si tu as pris à crédit. Tu dois payer la taxe foncière chaque 3 mois. Tu dois payer, si tu as par exemple le chauffage qui fonctionne avec de l'huile, tu dois payer de l'huile. Il peut arriver qu'en un an, tu consommes l'huile 2 fois. Tu peux te retrouver facilement à 4 000, 5 000 euros l'année, rien que pour acheter l'huile pour avoir le chauffage. Autant d'éléments, ça te coûte de l'argent et ça ne te génère aucun revenu. Et tu n'as pas, l'État ne te donne presque rien comme subvention, comme avantage fiscal. Par contre, l'investissement immobilier, c'est un investissement où d'abord tu as des revenus locatifs et en plus de ça, tu es subventionné par l'État. Quelles sont donc les conditions à remplir? Voilà, premièrement, pour pouvoir même commencer à réfléchir si tu dois te lancer dans l'immobilier, tu dois avoir régularisé ta situation, la situation de ta carte de séjour. Tu dois avoir au moins un séjour illimité ou alors la nationalité. Maintenant, bon, il y a certaines banques actuellement qui sont en train de faciliter les choses. Je suis en contact également avec certaines banques qui prennent aussi les séjours, les cartes bleues. Ce n'est pas obligé d'être un de footstep. Mais le problème, c'est que tu as très peu de banques. Et quand tu as très peu de banques, la concurrence est faible. Donc, la probabilité que tu aies des mauvaises conditions de ton crédit est également élevée. Donc, dans ce cas, il est préférable de régulariser d'abord ta situation, la situation de ton séjour, ou alors tu cherches à avoir la nationalité. Quand tu arrêtes, c'est comment? La deuxième chose, c'est tu dois être... La deuxième chose, tu dois être sorti de ta période d'essai. Il y a des films qui offrent... Il y a des films où la période d'essai c'est 3 mois, parfois 6 mois. Il n'y a aucune banque qui t'accompagne lorsque tu es encore en période d'essai.
Donc, tu dois être hors de ta période d'essai. Et ils aiment bien les CDI. C'est-à-dire que si tu viens avec 2 ans de contrat, ça va être extrêmement difficile qu'une banque te finance. Le salaire, c'est aussi une question qui fâche. Voilà. Déjà, si tu n'as pas moins de 1800 €, parce qu'on calcule ce que tu dois manger, tu payes quand même ton loyer. Parce qu'avec moins de 1800 €, quand tu enlèves déjà le loyer, tu enlèves tes petits dépenses, il ne reste pas grand-chose. La banque va souvent sur la base. Pour la banque se dit, ok, le locataire peut ne pas payer le loyer. Ton salaire doit pouvoir couvrir ce loyer-là. Quand la banque vient dans ton compte prendre la mensualité, la banque ne cherche pas à savoir si le locataire a payé ou pas. La banque doit trouver l'argent. Elle ne peut pas savoir. La seule façon de savoir, c'est que tu as un salaire considérable. Et lorsqu'elle fait ses calculs, ce que tu peux dépenser par mois, il y a peut-être une réserve de 300, 400, 500 € en fonction du montant du loyer de l'appartement que tu vas acheter. Et là, on t'octroie le crédit. C'est pour ça que minimum 1800 € quand tu es célibataire et sans enfant. 2500 € quand tu es marié, un enfant. Au fur et à mesure que la famille s'agrandit, c'est comme ça que la barre monte aussi. Et il y a également un critère qui est hyper important. Les petits crédits qu'on prend partout, là, nous potentiels financiers, les crédits à la consommation qu'on prend pour acheter les grosses voitures pour frimer là, c'est une erreur. C'est un chaos critérium pour les banques. Et dès que la banque voit le crédit à la consommation, si tu as demandé un crédit à 100 banques, il y a au moins 90, 95 banques qui ne vont pas t'accompagner. Et tu n'as que 5 banques. Et quand la quantité de banques est réduite, c'est comme ça qu'ils te proposent ce qu'ils veulent. Et le crédit devient extrêmement cher. Donc, crédit à la consommation, avant d'aller prendre le crédit pour acheter un véhicule où tu vas sortir et puis taper ça sur un mur là-bas, mieux, si tu vas déjà prendre un crédit à la consommation, ça veut tout simplement dire que tu es en train de vivre au-dessus de tes moyens. Tu ne peux pas t'acheter ça. Donc, le fait d'aller prendre un crédit à la consommation, tu dois avoir bien réfléchi, ça doit vraiment être un autre phase. Parce que ça te cloue pour les prochaines années, ça peut te couvrir même les 10 prochaines années. Donc, si tu peux évite. Ceux qui prennent l'argent à crédit pour aller faire ça, organiser les mariages au Cameroun, organiser les funérailles. Vous enterrez dans quelque chose, ça peut vous traîner 10 ans. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, après 5 ans, tu te rends compte que voilà, tu rembourses bien le crédit, et puis à un moment donné, supposons que tu as pris 50 000 €. Tu prends 50 000 €, tu rembourses. À un moment donné, tu te rends compte que bon, ça devient difficile. Mon salaire et rembourser le crédit devient difficile. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas à la banque, tu dis que bon, allonge ça encore, même si c'était sur 84 mois, allonge ça sur 96 mois, sur 120 mois. Tu renvoies encore ton crédit sur 10 ans. Donc ça fait que tu t'amuses, tu tapes 15, 20 ans, tu es dans le même crédit, il faut faire extrêmement attention. Les banques également exigent un apport personnel. C'est vrai qu'il y a la possibilité également d'investir sans apport personnel, mais je déconseille ça, parce que si tu investis sans apport personnel, la banque prend un gros risque pour t'accompagner et le crédit devient cher. La connaissance, c'est très important. Pour lire, il faut s'informer, chercher les gens qui ont la connaissance. Payer l'expertise avant de se lancer. Et aussi, la banque n'accompagne pas quelqu'un qui est désordonné financièrement. Tu dois être ordonné, tu dois apprendre à oser, tu ne dois pas avoir peur des chiffres. C'est-à-dire que tu dois te lever. Il y a parfois, tu te lèves comme ça. En un mois, la banque est venue couper en un an, la banque a coupé peut-être 30 000, 35 000, 45 000 € dans ton compte. Tu ne dois pas avoir peur des chiffres. Lorsque tu arrives chez le notaire, tu vois un bien que tu as acheté, c'est 600 000 €. Ta main doit signer 600 000 €. C'est presque plus d'1 million d'euros. Tu n'as pas avoir peur de ça. Quand tu te lances déjà dans ce domaine, tu n'as pas avoir peur des chiffres. Aujourd'hui, je peux signer 1 milliard d'euros sans peur. Pas basé sur milliardaire, mais parce que je sais ce que je suis en train d'acheter. Il y a une valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si j'étais ce milliard d'euros quelque part. Il y a une valeur. J'achète un bien avec. Donc même si c'est 1 milliard d'euros, tu ne dois pas avoir peur des chiffres. Voilà. Et naturellement, c'est un business qui se passe entre les hommes. C'est-à-dire que tu auras affaire aux vendeurs, aux macleurs, aux notaires, tout ça là. Tu dois savoir négocier. Maintenant, on va parcourir rapidement les 8 piliers de l'investissement immobilier. Il faut qu'on aille un peu vite parce que je n'ai pas assez de temps. Le premier pilier de l'investissement immobilier, en fait, ce que je dois dire, c'est que ce pilier résume un peu les avantages de l'investissement immobilier. Pourquoi est-ce que tu devrais investir dans l'immobilier? Le premier pilier de l'investissement immobilier sont les revenus locatifs. Le deuxième pilier, le capital étranger, c'est-à-dire que la banque. Le troisième pilier, les avantages fiscaux, très importants. On va dire 2-3 mots par rapport à ça. L'inflation qui est aussi très important. L'investissement immobilier est un investissement dont tu peux faire des rendements supérieurs à 20%. Quand je parle de rendement, c'est le rendement par rapport à ce que tu as investi. On appelle ça généralement les rendements des capitaux propres. Ce n'est qu'avec l'investissement immobilier que tu peux atteindre des rendements élevés, des rendements très élevés.
Et un autre pilier de l'investissement immobilier, c'est l'augmentation de la valeur. Le bien, lorsque tu as bien, si tu as acheté dans une zone, dans une bonne zone, tu es sûr que les prochaines années, ça va prendre la valeur. Ensuite, avec l'immobilier, tu constitues également, tu peux faire accélérer la construction de ton patrimoine. Et que chaque mois, tu t'enrichis. On va voir un petit exemple tout à l'heure, comment tu t'enrichis chaque mois avec l'immobilier. Et à la fin, dans le 8e pilier de l'investissement immobilier, l'effet de levier. Lorsqu'on aura fini de parcourir tous ces points-là, je crois que tu auras tous les éléments qui peuvent te permettre, sur quoi tu peux t'appuyer pour investir dans l'immobilier. Désolé pour l'interruption, j'organise un workshop sur la fiscalité immobilière le samedi 19 octobre 2024 à Münster. Et la formation aura lieu de 9h à 18h. Et pour cette formation, j'ai prévu 2 pauses, une pause de 45 minutes et une pause de 15 minutes. Voilà, dans cette formation, nous allons parcourir les avantages fiscaux, nous allons parcourir les astuces légales et je vais te présenter quelques secrets. Comment faire pour réduire ta charge fiscale. Nous allons parcourir également quelques erreurs à éviter. Il y a beaucoup d'erreurs que tu peux commettre lorsque tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière. Tout commence déjà dans le certificat de vente. Il y a des mentions que tu dois faire dans le certificat de vente. Pendant cette formation, je vais te montrer exactement ce que tu dois mentionner dans le certificat de vente pour profiter au maximum des avantages fiscaux. Nous allons également parcourir les paramètres et les calculs. Nous allons faire des calculs ensemble. On va prendre des exemples, on va faire des calculs. Ensuite, je vais te présenter des exemples pratiques. C'est-à-dire à partir de mes consultations, de mes accompagnements et à partir de mes biens immobiliers, moi-même, on va parcourir ces exemples pratiques. Voilà, pour qu'à la fin, tu sois affûté. Parce que l'objectif de cette formation, c'est qu'après cette formation, que tu sois capable de faire ta déclaration d'impôt en utilisant le levier de l'immobilier pour réduire ta charge fiscale de manière considérable. Et je ne te transmets pas ce que j'ai lu, ou bien ce que j'ai regardé, ou bien ce que j'ai entendu. Je te transmets ce que je fais tous les jours. Voilà par exemple mes restitutions fiscales les 2 dernières années. Et par la suite, donc, j'ai prévu une rubrique sur les questions-réponses. Et les questions ne seront pas seulement basées sur la fiscalité immobilière. Ça peut être une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier. Tu peux également me poser toutes tes questions. Si tu as des préoccupations, tu regroupes toutes ces préoccupations. On pourrait en discuter ce jour-là. Si j'ai un peu de temps, on peut encore échanger. Et si on n'a plus assez de temps, on peut remettre ça à une prochaine fois. On peut continuer la conversation, même de manière virtuelle, sous forme de consultation, mais cette fois-ci, ce ne sera pas payante. J'ai également prévu une documentation dans ce sens. Donc, si tu as une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier, c'est une occasion en or de venir avec tes préoccupations. Et aussi, ça va permettre également aux participants d'être en réseau, de créer un réseau, c'est très important. Normalement, si vous voulez investir dans l'immobilier, il faut être en réseau parce que tu ne peux pas être partout à tout moment. Quelqu'un avec qui tu es en réseau peut te débloquer une situation loin de ton lieu d'habitation. Le workshop va coûter 1 000 €, y compris le repas et la boisson. Le repas et la boisson seront offerts par Imogénie Academy. Donc, voilà, n'hésite pas de réserver ta place. Et si tu veux réserver ta place, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, je serais ravi de te compter parmi les participants. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Ciao. On avance. Voilà, le premier pilier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le revenu locatif. Il faut savoir que l'investissement immobilier est un peu comme une entreprise. C'est pour ça que même quand tu arrives au Finanzamt, au fisc, le Finanzamt te considère un bien immobilier comme une entreprise. Tu fais sa déclaration de manière séparée. Pourquoi? Quand on dit entreprise, on voit les entrées et les sorties. Donc, ton chiffre d'affaires, c'est quoi? Ce sont les loyers que tu reçois. OK? Et le loyer, lorsque le loyer n'est pas... Si tu as une firme, tu as les produits, tu mets ça sur le marché. Si personne n'achète pas, tu fermes. De la même façon, si tu n'as pas de locataire, tu ne reçois pas les revenus locatifs, tu tombes en faillite parce que tu ne vas pas pouvoir payer la mensualité. Avec 1 ou 2 biens, tu peux gérer encore avec ton salaire. Mais si tu as 10 biens et tu as 10 locataires qui ne peuvent pas payer le loyer, tu ne vas pas payer la mensualité de 500 € par bien fois 10, 5 000 €. Tu vas trouver ça haut. Tu tombes en faillite. Donc, c'est très important. C'est pour ça que je mets ça comme un danger. Les loyers impayés, c'est dangereux. C'est pour ça que tu dois bien faire ton taf. Lorsque tu veux te lancer dans l'immobilier, il faut bien savoir ce que tu achètes. Tu vas dans un quartier reculé à Gezekishen, tu achètes un appartement perdu. Tu vas mettre un peinard dedans qui ne va jamais te payer le loyer, il va te gâter l'appartement.
et puis tu vas retomber ici, là. Tu as comme ça 3 biens, tu peux dire au revoir. Tu es obligé de déposer le bilan. Donc, il faut tout faire. Et lorsque tu trouves un bon bien, tu t'arranges à ce que, avant de mettre ça sur le marché, que tu aies mis le paquet. Ne fais pas à peu près. Il ne faut pas faire à peu près. Si tu décides d'investir dans l'immobilier, fais-le bien. Parce que c'est beaucoup d'argent. Quand tu arrives, tu signes, peut-être c'est la banque qui paye. Oui, la banque a payé, te paye 100 000 euros si tu vas acheter un bien. Mais il faut savoir que ce crédit t'accompagne toute ta vie. Tu vas rembourser. Qui est locataire ou pas, tu rembourses. En fait, il ne faut pas voir ça comme c'est la banque qui paye, mais c'est toi qui payes. Peut-être la banque t'accompagne, mais tu payes. Donc, fais extrêmement attention. Tu prends le temps, tu as déjà investi 100 000 euros pour acheter le bien. Tu prends 10 000 euros, 15 000 euros, tu modernises bien. La banque finance. Tu modernises bien et tu mets ça maintenant à la disposition des citoyens pour empêcher que n'importe quel pénal, un pénal ne va pas venir voir un appartement bien aménagé, je veux dire bien modernisé. Il va même pas venir là. Tu chasses déjà un certain type de clientèle. Donc c'est un peu ça. Et il y a certains bailleurs, oui, qui se comportent avec les locataires. Le locataire est la clé de ton investissement, c'est ton client, il est le roi. C'est pour ça qu'il a beaucoup de lois. L'allemand le protège plus que le bailleur. Donc du coup, tu dois bien t'entretenir avec lui. Donc tu prends le temps de chercher le bon locataire et tu dois avoir de très bonnes relations avec lui. Sinon, il ne va pas payer le loyer. Et quand il ne paye pas le loyer, tu es en danger. C'est avec ce loyer que tu rembourses la mensualité à la banque, c'est avec ce loyer que tu gères le bien. Le bien doit être géré. Il y a des biens, je veux dire quoi, il y a des petits types. Oui, tu dois gérer le bien. Pour gérer le bien, tu as besoin des revenus. Voilà. On avance. Le deuxième pilier, c'est le capital étranger. Ici, c'est la banque. Quelqu'un qui va acheter sa résidence principale, il peut acheter cash. Comme j'ai dit tout à l'heure, la résidence principale, c'est un peu comme une voiture que tu achètes. Mais l'investissement immobilier, l'appartement que tu achètes pour mettre en location, je vais dire, ça n'a aucun sens si tu achètes en payant comptant, c'est-à-dire cash. On dit le bien c'est 100 000, 60 000, même si tu as 100 000. Mieux tu utilises les 100 000 là, tu utilises l'effet de levier qu'on va voir tout à l'heure. Avec les 100 000, ça peut te permettre non pas d'acheter un seul bien, mais d'acheter 10. Donc c'est bête de se lancer dans l'investissement immobilier en achetant le bien immobilier cash. C'est pas bon. Voilà. Et généralement, les banques, lorsque tu vas acheter le bien, la banque t'exige un certain montant. Parfois, ils disent que tu endosses les frais supplémentaires pour l'acquisition. Quand je parle des frais supplémentaires pour l'acquisition, je parle par exemple des frais du notaire, je parle des frais de l'agent immobilier, je parle des tas de, comment on appelle ça, des Grunderwerbsteuer. Tous ces frais-là, tu dois endosser ça et parfois ça peut s'élever entre 10 et 15%. Et la banque dit, ok, si je veux t'accompagner, tu dois endosser ça et puis je finance le bien à 100%. Il y a certaines banques qui peuvent aussi financer ça, mais tu as très peu de banques qui peuvent le faire et ça réduit également la concurrence entre les banques et du coup, tu peux avoir de mauvaises conditions pour ton crédit. Donc, parce que quand la banque prend un financement à plus de 100%, le risque pour la banque est élevé. Je vais prendre un exemple très simple. Si tu vas à la banque, tu dis, ok, je vais acheter le bien, je veux moderniser et je veux également que la banque finance la modernisation, la banque finance aussi les frais supplémentaires pour l'acquisition. Tu vas être autour de 130%. C'est un financement à 130%. 100% pour le bien, 20% pour la modernisation et 10% pour les frais supplémentaires pour l'acquisition. Ça veut dire quoi? Quand tu commences à rembourser, si vous fixez peut-être un taux de remboursement avec la banque de 2%, tu as besoin de 15 ans pour rembourser 30%. Ça veut dire que c'est après 15 ans que tu commences à rembourser le bien. Ça veut dire quoi? Donc, pendant 15 ans, le bien ne t'appartient pas encore. C'est à partir de la 15e année que tu commences à rembourser le crédit du bien que tu as acheté. Pour ça, je déconseille cette stratégie-là. Donc, avant de te lancer dans un financement à 130%, il faut d'abord te rassurer que le bien que tu as acheté ça à un très bon prix. Parce que tu vas encore mettre 20% du prix d'achat pour moderniser. Et à la fin, tu vas prendre très peu de temps pour rembourser. Donc, il faut tenir compte de ça. Et ce qui est intéressant, comme j'ai dit tout à l'heure, tu achètes le bien, le locataire t'aide à rembourser et tu as l'État qui te soutient aussi avec les subventions. Le troisième pilier de l'investissement immobilier sont les avantages fiscaux. Lorsque tu investis dans l'immobilier, normalement l'État a la responsabilité de mettre les logements à la disposition des citoyens. Donc toi, si tu fais ça, tu te substitues à l'État. Pour cela, l'État donc te fait des récompenses, te fait des subventions. Il y a par exemple ce qu'on appelle en Steuerrecht l'amortissement.
En fait, je vais dire quoi, au fur et à mesure que le temps passe, pour l'administration fiscale, le bien perd sa valeur. Pourtant, ensuite, dans la réalité, le bien prend sa valeur. Donc, c'est un pourcentage que l'État définit pour te subventionner. Il y a l'amortissement, il y a également les frais de modernisation que tu dépenses. Tu peux utiliser ça pour réduire ta charge fiscale. Tu as également les intérêts que tu paies à la banque tous les mois, que tu peux également utiliser comme levier pour réduire ta charge fiscale. Plusieurs investisseurs utilisent l'immobilier pas pour se faire de l'argent, mais pour réduire les charges fiscales et avoir à la fin d'année beaucoup d'argent. C'est comme ça que je fais pour bâtir mon patrimoine. C'est-à-dire que tu peux même faire un investissement où tu es en train de perdre quand on compare le loyer et la mensualité, mais en utilisant le levier fiscal, en fin de journée, tu gagnes. Et c'est aussi sur ça que je vais faire mon workshop dans 3 mois. Voilà, donc comme je disais tantôt, les intérêts, tu fais des intérêts comme moyen, comme levier pour réduire la charge fiscale. Et aussi, ce qui est intéressant avec l'investissement immobilier, lorsque tu achètes le bien pour vivre à l'intérieur, tu as ce qu'on appelle le délai de spéculation de 3 ans. C'est-à-dire quoi? Tu achètes le bien pour vivre à l'intérieur. Si tu conserves le bien pendant 3 ans, tu veux revendre le bien, tu ne vas pas payer les impôts sur le bénéfice au fisc. Et pour l'investissement immobilier, c'est 10 ans. Ça veut dire que pour pouvoir vendre un bien et pour ne pas payer les impôts sur le bénéfice, tu dois conserver le bien au moins 10 ans. Il faut qu'on comprenne bien. Si tu as un taux d'imposition de 40%, pour tous ceux qui ont au moins un brut d'à peu près 60 000 €, avec les revenus locatifs par an, tu es déjà dans les 40% de taux d'imposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vends ton bien avant 10 ans, tu fais un bénéfice de 50 000 €, ou bien tu fais même un bénéfice de 100 000 €, tu dois remettre 40 000 € à l'administration fiscale. Et c'est à ce moment-là que ça fait très mal. C'est pour ça que généralement, quand tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, il faut être très stratégique. Et c'est pour ça que je dis la connaissance. Tu dois conserver ce bien 10 ans. Après les 10 ans, si tu as un bénéfice de 100 000 €, les 100 000 €, tu ne paies rien. Et par contre, si tu investis dans la bourse, toutes les fois où tu fais un gain supérieur à 1 000 € à la bourse, par an, tu dois payer 25% au fisc. Donc si tu fais 10 000 €, tu dois donner 2 500 € au fisc. Donc, on voit très bien qu'avec l'investissement immobilier, tu empruntes l'argent, ce n'est pas ton argent, tu empruntes l'argent à la banque, tu investis, tu as un locataire qui t'aide à rembourser tous les mois. Après, tu as l'État qui te subventionne avec les amortissements, les frais de modernisation, les intérêts et tout le reste. Et à la fin d'année, tu fais ta restitution fiscale, tu vois le plus dans ton compte. Rien, je veux dire, il n'y a que l'immobilier qui peut te permettre ce genre d'opportunité. On avance. Le quatrième pilier de l'investissement immobilier, l'inflation. L'inflation, en fait, quand tu investis dans l'immobilier, tu prends le crédit pour investir. Et généralement, l'inflation travaille pour toi. Je vais un peu expliquer pour que ce soit un peu plus clair. En fait, si tu prends un crédit aujourd'hui de 100 000 €, on te dit la mensualité c'est 500 € par mois. La mensualité que tu payes, on a écrit dans le contrat de crédit 500 €. 500 € que tu payes aujourd'hui, dans 10 ans, tu peux payer 500 €. Mais est-ce que 500 € a la même valeur dans 10 ans? Non. 500 € aujourd'hui. Le casier de biens qu'on achetait, c'est pas à 12 € il y a peut-être 10 ans. Je pense pas que c'est 12 € aujourd'hui. L'huile pour la cuisson qu'on achetait à 99 cents il y a 4 ans, 5 ans, aujourd'hui il y a 3 €. Donc on comprend un peu ce que c'est que l'inflation. Donc si tu dis, je prends un crédit immobilier ou alors je prends une dette pour acheter un bien immobilier à la banque de 100 000 € par exemple, tu dis à la banque que je paye seulement les intérêts, je ne rembourse pas la dette. Ça veut dire que la dette de 100 000 € reste constante. Je paye seulement les intérêts parce que tu dois payer les intérêts lorsque la banque te donne l'argent. 30 ans plus tard, tu reviens, tu dis, ok, tu dis à la banque que je vais rembourser dans 30 ans. Tu reviens dans 30 ans, c'est 100 000 €, tu vas lui remettre, tu vas revirer les 100 000 € pour rembourser la dette. Mais dans 30 ans, si on considère par exemple un taux d'inflation moyen de 3% par an, pendant 30 ans, 100 000 € n'a qu'une valeur de 40 000 €. Donc en fait, tu peux rembourser 100 000 € à la banque, pourtant les 100 000 € là n'ont plus une valeur de 100 000 € après 30 ans. Donc si on regarde sous cet angle, tu fais un bénéfice de 60 000 € rien que parce que tu as investi dans l'immobilier. L'inflation travaille pour toi. Et avec l'inflation, le loyer que tu as payé pour une petite chambre d'étudiant, moi quand j'étudiais, je payais 140 €. Aujourd'hui, la même chambre coûte peut-être 250 €. Donc à cause de l'inflation, le loyer monte. Et c'est comme ça. De la même façon aussi, quand il y a l'inflation, quand l'inflation monte, beaucoup de personnes se précipitent sur le marché. Et quand beaucoup de personnes se précipitent sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Les vendeurs font monter les prix. La demande monte et les prix montent. C'est comme ça que la valeur de ton bien monte aussi. Donc de tous les côtés, tu profites. On avance. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'investissement immobilier, c'est le seul investissement où tu auras un rendement aussi élevé. Je vais faire un tout petit calcul
Je ne veux pas que... Voilà. En fait, le rendement du capital propre ici, c'est quoi? C'est juste le cash flow que j'ai marqué en rouge, plus le remboursement. Le remboursement, lorsque tu prends le crédit à la banque te fait payer la mensualité. Dans la mensualité, il y a les intérêts et il y a le remboursement, c'est divisé. Maintenant, le remboursement que tu payes, en fait, c'est ton patrimoine que tu es en train de bâtir. C'est pour ça que j'ai mis ça en vert. Ça, c'est ton argent. C'est vrai, tu donnes à la banque, mais c'est ton argent. Parce que quand tu vas revendre le bien, tu rembourses la dette restante. Et c'est le remboursement-ci qui réduit la dette. La somme donc divisée par l'apport personnel te donne ce qu'on appelle le rendement du capital propre. Je prends un exemple. Si j'achète le bien à 100 000 €, les frais supplémentaires pour l'acquisition, 10% du prix d'achat, 10 000 €. L'annuité, c'est-à-dire la somme entre l'intérêt et le remboursement, 6%, c'est-à-dire 4%. Le taux d'intérêt, 2% le rendement, 2% le remboursement. On est à 6 000 €. Maintenant, si pour ce bien, tu as un loyer de 7 200 € par an, le remboursement, 2 000 €, comme j'ai dit tout à l'heure, 2%. Et en dehors de ça, il y a également les charges. Tu as aussi les charges en tant que bailleur. L'assurance et tout ça, ce n'est pas le locataire qui paye. Celui qui s'occupe de l'administration du bien, ce n'est pas le locataire qui paye. Donc tout ça là, tu as les charges. Et généralement, ça dépend, ça peut varier entre 20 et 25%. Mais ici, j'ai pris un exemple sur le bien d'un client où il paye 1 500 € par an. Maintenant, lorsque je viens remplacer ça dans mon équation, j'ai 7 200 € qui est le loyer, je soustrais les charges du bailleur, je soustrais l'annuité, et puis j'additionne le remboursement. Le tout que je vais diviser par 10 000 €, je tombe à 17%. 17% de rendement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai investi 100 €. En fin d'année, la première année, j'ai fait un bénéfice de 17 €. C'est ce que ça veut dire. Et si je veux maintenant retrouver les 10 000 € que j'ai investis ici, parce que les frais supplémentaires pour l'acquisition, c'est ce que la banque t'exige d'avoir comme apport personnel. Donc, quand je considère ça ici, ça veut dire qu'en 6 ans d'investissement, sans tenir compte de l'augmentation du loyer, j'ai besoin de 6 ans pour rentrer dans mes frais. Donc, ça, c'est la durée que j'ai besoin pour le retour sur investissement. Donc, on voit très bien qu'avec la durée, le loyer augmente et le remboursement aussi augmente. Pourquoi le remboursement augmente? Puisque c'est un crédit par annuité. Plus tu rembourses, plus les intérêts diminuent, le remboursement augmente pour que la mensualité reste constante. La mensualité est constante. Je rembourse chaque mois. Au fur et à mesure que je rembourse, les intérêts diminuent et le remboursement augmente. Voilà. Donc sur la durée, qu'est-ce qu'on a dans l'équation? Qu'est-ce qui augmente? Le loyer augmente. Dans cette équation, si le loyer augmente, qu'est-ce qui se passe avec le rendement? Le rendement augmente. Dans cette équation, si le remboursement augmente, qu'est-ce qui se passe avec le rendement? Le rendement augmente. Donc tu as deux paramètres qui augmentent sur la durée. Le remboursement et le loyer, c'est qui augmente ton rendement sur la durée. Donc la première année, tu fais 17%. La prochaine année, ça va augmenter. Ça augmente au fur et à mesure que ces deux paramètres changent. Donc voilà un petit calcul. Si tu as compris ce petit calcul, tu vas donc comprendre. C'est-à-dire que quel que soit, si tu connais ce que tu fais, tu sais où tu as acheté, tu es sûr que le loyer va entrer. Tu n'as pas acheté dans une ville perdue, tu vas entrer dans tes frais. On avance. Comme autre pilier, le 6e pilier de l'investissement immobilier, c'est l'augmentation de la valeur. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'inflation travaille pour toi. Avec l'inflation, le bien immobilier augmente. J'ai dit tout à l'heure, quand il y a inflation, beaucoup de personnes se lancent dans le marché immobilier. Lorsqu'il y a inflation, qu'est-ce qui se passe? Le loyer augmente aussi. Et quand le loyer augmente, qu'est-ce qui se passe? La valeur du bien augmente aussi. Parce que le loyer est lié à la valeur du bien. Un bien que je loue par exemple à 300 €, je ne peux pas vendre ça facilement au même prix qu'un appartement que je loue à 500 €. Donc, si après l'inflation, le loyer a augmenté, alors la valeur du bien augmente. Et j'ai fait un petit... Attention. J'ai fait un petit calcul. Si on considère un taux d'inflation de 3% par an pendant 10 ans, un bien qui coûte 100 000 €, de manière théorique, peut coûter 134 000 €. Ça peut être moins, ça peut être plus. J'ai acheté un bien en 2018. J'ai fait évaluer, c'était autour de 80 000 € avec modernisation. J'ai fait évaluer le bien en 2000. 2 ans plus tard, le bien avait une valeur de 128 000 €. C'est-à-dire que le bien, j'ai dépensé 80 000 € pour acheter le bien. 2 ans plus tard, le bien a augmenté. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup travaillé sur la location. Je loue ce bien très cher.
puisque je loue ce bien très cher, de manière automatique, j'augmente la valeur de mon bien. Donc tu peux décider d'augmenter la valeur de ton bien, par exemple, en modernisant. Par exemple, si tu achètes un immeuble qui n'a pas de balcon, tu montes un balcon, c'est pas un balcon va te coûter peut-être 12-15 000 euros. Un seul balcon, tu montes le balcon, tu fais financer ce balcon par la banque, tu utilises le levier de la modernisation pour réduire la charge fiscale, ça te permet d'augmenter la valeur de ton bien. Et puis voilà, tu augmentes également le loyer de tous les temps. Bref, si tu as la connaissance ici, là, tu utilises également le levier de la modernisation pour augmenter la valeur de ton bien. Et ce n'est pas tout. Si tu observes le marché, si tu observes bien le marché et que tu te rends compte que la demande est supérieure à l'offre, un investisseur doit observer le marché. Si tu te rends compte que la demande est supérieure à l'offre et que tu es déjà hors de ta période de ton délai de spéculation, tu vends le bien, tu profites également de l'augmentation de la valeur de ton bien. Donc l'immobilier, c'est le seul investissement où toi tu peux décider d'augmenter la valeur. Même une entreprise qui fait des produits ne peut pas facilement quitter. Moi, par exemple, dans le domaine où je suis, on ne peut pas quitter, on peut vendre un filtre du jour au lendemain de 5 euros à 10 euros. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a les concurrents. Par contre, avec le bien immobilier, j'augmente mon balcon, je décide de ne pas mettre le P forcé, je mets peut-être autre chose qui va un peu augmenter la valeur. Je mets ça à je loue comme je veux, je vends comme je veux. Sur ce côté, je vais dire au niveau du loyer, il y a certaines villes où il faut faire attention avec le niveau du loyer de la zone. Mais pour revendre, c'est tellement opaque. Quelqu'un peut venir te vendre un bien normalement qui coûte 80 000 euros à 150 000 euros. C'est de bonne guerre. C'est toi, l'acheteur, qui dois savoir ce que tu veux, ce que tu achètes et comment, qu'est-ce que tes calculs te donnent. Voilà. Donc c'est le seul investissement où tu peux contrôler. Et que tu peux décider qu'à partir du mois prochain, je modernise telle pièce et je vais mettre ça comme ça en location. Tu peux décider que, ok, j'ai un appartement, j'équipe la cuisine. Et en équipant la cuisine, ça me fait au moins 60 euros de plus pour le loyer. Oui. Et quand tu augmentes ton loyer de 60% et que peut-être le loyer c'était 600 euros, c'est 10%. Hein? C'est beaucoup. Ça augmente la valeur de ton bien. Voilà. Le septième pilier de l'investissement immobilier, c'est la construction de ton patrimoine. L'immobilier te permet d'accélérer la construction de ton patrimoine. C'est-à-dire que même si tu es dans la perte, parce que même la perte, l'État te soutient toujours. Parce que tu fais ce qu'ils appellent un négatif de chef. Et quand tu es en moins, l'État te paye. Quand tu es en plus, tu payes l'État. Il faut tenir compte de ça. Donc même en perdant dans l'immobilier, tu ne payes pas en fait. Donc quelqu'un va me dire, oui, je paie la mensualité 500 euros, mais le loyer c'est 400 euros. Oui, tu as perdu 100 euros. Mais entre dans les calculs, considère tous les autres paramètres, tu vas te rendre compte qu'en fait, en fin de journée, tu ne payes pas. Voilà. Donc un investissement où, regardez un peu de partout, vous me dites quel investissement tu vas trouver où la banque t'emprunte beaucoup d'argent, tu viens avec un petit montant et tu obtiens un gros financement. La banque t'accompagne, le locataire t'aide à rembourser, l'État te subventionne, tu utilises tes stratégies pour monter la valeur de ton bien, tu vends, après 10 ans tu vends, tu ne payes pas les impôts. Donc si par exemple tu as un bien où le cash flow est de 0 euros, ça veut dire que le bien, la mensualité c'est peut-être 500 euros et la mensualité c'est 500 euros, le loyer c'est 500 euros, ça veut dire que tu as là un cash flow de 0 euros. Si on néglige d'autres paramètres, en fait, ton remboursement ici, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai mentionné en fait tout à l'heure, c'est ta fortune. Donc, si on tient compte, par exemple, ici, d'un bien immobilier qu'on achète à 100 000 euros et on fait un cash flow de 0 euros et on considère une durée de 10 ans, le taux d'intérêt est 4,5%, le taux de remboursement 1,5%. On reste toujours sur le taux d'inflation de 3% par an. Ça, c'est un taux d'inflation vraiment moyen. Parce qu'il y a 2 ans, on était à un taux d'inflation de 8%. Donc, en prenant 3%, je suis vraiment conservatif je suis conservatif dans le calcul. La valeur du bien à cause de l'inflation en 10 ans part de 100 000 à 134 000 euros. On va rester sur cet exemple. La dette restante, tu avais pris un crédit de 100 000 euros. Pendant les 10 ans, tu as remboursé à peu près 20%. Si le taux de remboursement c'est 1,5%. Ça veut dire que quand tu as une dette restante de 80 000 euros, quand tu vas vendre le bien, tu dois rembourser ça à la banque. Tu as vendu le bien à combien? 134 000 euros. Tu vas acheter à 100 000 euros, tu revends à 134 000 euros. Tu rembourses combien à la banque? 80 000 euros, tu fais un bénéfice de 54 000 euros. Ça, c'est 10 ans. Ça veut dire que si je veux considérer ça, si je veux diviser ça par an, je suis à combien? Je suis à 5 400 euros
par an. Ça veut dire quoi? Si je dis maintenant par mois, qu'est-ce que c'est là? 54 000 en 10 ans, oui, par an on est à 54 000 euros, ça fait 5 400 euros, oui, par an. Si je divise donc, si je divise donc par 12, 5 400 euros, c'est pas 45 euros. Ça fait au moins 450. C'est 450 euros, 450 euros. Donc en fait, tu t'enrichis de 450 euros par mois. Avec un seul bien. Ça veut dire que chaque mois qui passe, tu as un bénéfice, tu as 45 euros, parce que tu as vendu après 10 ans. Tu as vendu après 10 ans. Ok? Donc tu t'enrichis chaque mois de 450 euros. Ce n'est pas quelque chose que tu vas voir dans ton compte tous les mois. Mais tu vas voir ça quand tu vas vouloir vendre. Quand tu vends le bien, tu dégages un bénéfice de 50 000 euros. Pour quelqu'un qui a déjà plusieurs biens, peut-être 10 biens. Regarde ce que tu peux te faire en 10 ans. C'est pour ça que tous les millionnaires, première des choses, pas d'abord sécuriser avec les biens immobiliers. Donc dès que quelqu'un a un peu d'argent, directement il sécurise ça dans l'immobilier. Donc voilà ce qui est possible avec l'investissement immobilier. Donc bientôt si vous ne me voyez pas, c'est que je sais que je suis millionnaire. Ok. Bon, maintenant le dernier pilier de l'investissement immobilier, c'est l'effet de levier. Ça c'est la magie de l'investissement immobilier. C'est-à-dire que tu trouves un bien d'1 million d'euros. Tu vas voir la banque, tu as la solvabilité qu'il faut, comme j'ai cité tout à l'heure, le séjour, le salaire, bon, tout le reste. Tu viens, tu dis, ok, je veux acheter cet immeuble d'1 million d'euros. La banque te dit, viens avec 100 000 euros. Ça veut dire que tu viens avec 100 000 euros, tu dégages un investissement d'1 million d'euros. Il n'y a qu'avec l'immobilier que tu peux utiliser l'effet de levier aussi puissamment. Et pour celui qui n'a pas d'argent, déjà à partir de 10 000 euros, mon premier bien immobilier que j'achète, j'avais 8 000 euros. 8 000 euros. C'est vite fait, non? 8 000 euros, tu divises en combien de mois? Si tu mets 1 000 euros par mois, ça fait 8 mois. Tu as mis ça de côté. Ou bien même 500 euros en 16 mois, c'est géré. C'est géré. Et épargner 500 euros, c'est rien. C'est rien. Donc, tu as 12 000 euros, tu es propriétaire en Allemagne avec les 1 800 euros de salaire que tu as. Mais tu fais comment pour ne pas investir en immobilier? Avec tout ce que j'ai énuméré ici, là, tu fais comment pour ne pas investir en immobilier? Tu as un petit capital, tu dégages un gros investissement. Et j'ai accompagné aussi une famille qui n'avait même pas de l'argent. Au contraire, là-bas, ils ont même eu finalement de l'argent. Parce qu'il y avait une subvention qui passait cette période-là. Et ils ont eu une restitution du Gunneversteuer. Donc en fait, ils se sont lancés dans l'investissement immobilier. Ils n'ont même pas sorti 5 francs. Mais à la fin de compte, ils se sont plutôt fait de l'argent. Donc il n'y a qu'avec l'immobilier que tu peux avoir toutes ces opportunités-là. Donc si quelqu'un a compris ces piliers, je pense que... Et après ça, je ne vais pas aller trop en profondeur parce que je peux parler de l'immobilier 3 jours. Je ne vais jamais m'arrêter. Donc si on reste ici, je développe tout ça ici, là on va dormir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit, avec les éléments qu'on a vus ici aujourd'hui, si quelqu'un, après ce workshop, ne commence pas à se pencher sur ça, voilà, les livres, il faut filmer, vous lancez un coup d'œil. Ne commence pas à se pencher sur ça, tu meurs pauvre, tu vas juste au ban-off dans 20 ans, dans 25 ans, c'est ton problème. Ne dis pas qu'on ne t'avait pas informé. Parce que la même chose qu'elle fait ici, je fais ça partout, je n'ai pas besoin qu'on me paie pour ça. Mais je dis juste que si après ça tu ne te lances pas, vraiment je ne sais pas. Parce que parmi nous ici là, tous ceux qui ont fait, même si c'est la formation, quelle que soit la formation, je crois que quand tu sors, tu as au moins 2 000 euros. Net. Pourquoi tu ne te lances pas? Avoir le Kaolo, tu as plus de 5 ans, c'est facile d'avoir le papier. Pourquoi tu ne te lances pas? C'est une sécurité pour toi, pour tes enfants, pour tes proches, pour ta propre vie. Si tu fais l'accident là, tu peux décider de vendre un bien. C'est vrai que tu vas payer les pénalités à la banque parce que tu sors du crédit avant l'échéance. Mais à la fin, si tu as ton bénéfice, tu encaisses de l'argent. Donc voilà, je profite pour dire quelque chose par rapport à mon workshop que j'organise le 19 octobre. Je ne peux pas quand même finir sans faire la publicité un peu de mon workshop. En fait, le 19 octobre, j'organise un workshop sur la fiscalité immobilière. C'est beaucoup plus pour ceux qui sont déjà un peu avancés, qui ont déjà commencé déjà à se lancer, soit ils sont déjà propriétaires, soit ils se sont lancés sans comprendre ce que c'est la fiscalité immobilière. Donc, le 19 octobre, j'ai un workshop que j'organise ici à Münster, c'est ici à Germania Campus, c'est pas loin.
Et voilà, ça sera quand le 19 octobre, c'est un truc d'une journée de 9 à 18 heures. Pour ça, j'ai prévu 2 pauses. Ça ne sera pas gratuit, ça va coûter 1000 euros. Beaucoup de monde me dit que oui, 1000 euros c'est cher. Ce que j'ai déjà dit d'entrée de jeu, ce que tu vas apprendre ici, ça va t'accompagner toute ta vie. 1 et 2, lorsque tu fais ta première déclaration d'impôt, je suis avec toi. Et ce jour-là, je montre mes propres déclarations d'impôt que j'ai fait ces dernières années. J'ai dit l'investissement immobilier, j'ai pu bâtir ce patrimoine avec le levier fiscal. S'il n'y avait pas la fiscalité, je ne pouvais pas bâtir ce patrimoine. Ce n'est pas amusant. Donc, je vous assure que l'immobilier est un... Je veux dire, nous sommes les académiciens, on a des bons boulots. Ces chances que nous avons maintenant, on n'avait pas ça avant. Profitons. Donc, comme je disais tantôt, ça va coûter 1000 euros ce workshop. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce workshop? Je vais parler des avantages fiscaux, des astuces légales. On va parcourir les astuces légales ensemble, des exemples concrets sur mes investissements, sur les investissements de certains clients. On va faire les calculs ensemble, on va parcourir les paramètres avec des exemples concrets et des exemples pratiques. Et je vais profiter également pour créer quelques réseaux. Si bien que si quelqu'un me suit qui veut investir ici à Münster, qui n'aura pas de problème, une personne du réseau peut faire ça. En fait, l'idée qui est aussi derrière, c'est créer un petit réseau, un petit cartel. Et j'espère vraiment que ça va marcher. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Et je sais qu'il y a des questions. Voilà, donc lancez un coup d'œil sur ce que je poste de temps en temps. Il y a une chaîne qui est seulement basée sur l'intelligence financière et l'investissement immobilier. Il y a au moins chaque 3 jours, il y a au moins une vidéo qui sort. Et il y a maintenant il y a une chaîne qui parle de sport et des faits de société et tout. Donc pour nous, investisseurs immobiliers, c'est beaucoup plus cette chaîne-ci qui sera intéressante. Voilà, si quelqu'un a une question, voilà, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, vas-y. Bon, j'ai beaucoup de questions, mais le premier point que je vais aborder, c'est déjà que je trouve que tu as donné que les points positifs de l'immobilier. Tu n'as parlé que de l'immobilier. Avec l'immobilier, on peut devenir riche, on peut faire X, Y, mais forcément, l'immobilier a des inconvénients, ça a des couacs. Et je pense que pour se lancer dans quelque chose, il faudrait savoir aussi c'est quoi les pièges qui t'attendent devant pour pouvoir les esquiver. Là, ce n'était pas ma question, c'était juste ce que j'avais à dire. Tu peux rebondir? Non, là, c'était juste ce que j'avais à dire, c'est pas une question. Maintenant, je pose ma question. Bon, ma première question, c'était pourquoi l'immobilier, mais bon, je pense que tu as donné assez d'éléments pour dire pourquoi l'immobilier, parce qu'on ne peut pas devenir riche seulement avec l'immobilier, il y a beaucoup d'autres, il y a le commerce, il y a plein de choses. Mais toi, tu dis que l'immobilier, c'est le meilleur. Tu peux nous résumer en 2 phrases, vraiment, pourquoi vraiment l'immobilier, c'est l'investissement à ne pas rater? Je ne suis personne pour décider ici que l'immobilier c'est le meilleur investissement. C'est ce que tu as dit. Non, c'est pas. Je dis, il y a plusieurs investissements, mais l'immobilier est parmi les investissements que je recommanderais. J'ai parlé de la bourse ici, non? Je recommande l'immobilier parce que nous avec les salaires et la solvabilité que nous avons, c'est facile parce qu'il y a une banque qui est prête à t'accompagner. Tu vois un peu, c'est accessible. Les actions, tu vas te placer comment? Dès que Donald Trump va perdre les élections, regarde ce qui va se passer à la bourse. Dès qu'il y a un petit élément, tout bouge sur le marché, les marchés financiers. Donc, sur ce bien, tu peux décider la semaine prochaine, tu achètes un bien immobilier, tu dis, la semaine prochaine, je vais moderniser mon bien comme ça. Je m'en vais voir la banque, j'ai une bonne solvabilité, je dis, voilà, j'ai besoin d'argent pour faire ça. Je décide de faire de mon bien ce que je veux et c'est palpable. Je peux décider à tout moment de vendre je peux décider quand je veux. En fait, j'ai la même mise sur cet investissement. Tu vois? Et j'utilise l'effet de levier avec un petit argent. Je fais dégager un gros investissement. Je suis en train de dormir. Le locataire m'aide à rembourser. Je n'ai pas dit que l'argent travaille. Attention. Non, l'argent travaille. Tu parlais d'inconvénients tout à l'heure. J'ai parlé ici. Tu choisis une zone, une mauvaise zone. Tu auras un paiement dans ton loyer. La souffrance comment? J'ai eu un locataire, ils étaient 2, un est décédé et l'autre ne pouvait plus payer le loyer. On s'est tiraillé pendant près de 6 mois. Ça arrive. Ce sont des investissements. C'est pour ça que tu dois savoir où tu investis. Ne va pas dans un immeuble bizarre abandonné ou bien dans un gratte-ciel, dans un coin bizarre. Tu achètes un bien et puis tu as des problèmes de loyer, tu te plains. C'est pour ça qu'il faut connaître ce que tu fais. Ne pas acheter un bien n'importe où. Bon oui, mais quand tu dis vendre, je veux aussi te notifier que vendre un bien peut prendre 1 an, plus d'1 an. Comme ça peut prendre 2 mois.
Oui, Ce sont les risques de l'investissement. Oui, mais ne dis pas vendre un bien comme ça, comme si c'est quelque chose que si tu es dans les difficultés, tu vas présenter ça comme si je veux vendre mon bien, dans 2 mois, 1 mois, tu auras vendu le bien, ça va résoudre tes problèmes. Il faut notifier que vendre un bien, ça peut prendre des années. Et c'est le plus souvent le cas. Ok. C'est quand même, je crois que quand ton enfant veut avoir le bac, tu ne sais pas la même année qu'il veut faire le bac, non? Tu connais au moins 3 ans avant qu'il aura le bac, non? Non, mais regarde, bon. tu as donné l'exemple de si peut-être tu as un accident, tu peux décider de vendre un bien. Dans ça, je demande là, quels sont les inconvénients? Pardon, quels sont les inconvénients? Quels sont les worst cases? Qu'est-ce qui peut t'arriver de mal, par exemple, dans. Tu as dit, par exemple, pour la bourse, s'il y a quelque chose qui se passe en Amérique, Donald Trump fait les trompes, des meurtres, quelque chose comme ça, la bourse bouge. Quels sont les worst cases dans l'immobilier? Déjà, je m'appuie sur les revenus locatifs. Quand tu n'as pas un bon locataire, tu vas avoir les problèmes. Tu vois le problème. Si c'est un bien, tu peux encore tenir avec ton salaire. Voilà. Il peut aussi arriver que tu achètes le bien, tu achètes le bien, tu n'as pas vu certaines choses, problème d'électricité par exemple, ou alors il y a un dégât d'eau dans le bien, tu ne sais pas quand tu achetais. Parce que ce n'est pas visible. C'est peut-être après 3, 4, 6 mois que tu te rends compte qu'il y a ce problème-là. Tu as besoin d'argent pour. Tu as besoin de 12 ou 15 000 euros pour résoudre ça. Ça peut être un problème. Mais comme j'ai dit, l'investissement, quand tu investis dans l'immobilier, ce n'est pas un investissement que tu fais seul. Tu fais seul. Puisque la banque, la maison au départ ne t'appartient pas seul. Tu es en partenariat avec la banque. Le jour que tu achètes le bien, quand tu as signé chez le notaire, le bien appartient à la banque. À 100%. C'est au fur et à mesure que tu rembourses que le bien t'appartient. Donc ça veut dire que s'il arrive que tu as un problème dans le bien, j'ai eu un problème personnel, pour dire vrai. Ce sont des petits secrets que c'est quand tu es dans le domaine. J'ai eu un problème personnel où j'avais besoin de 10 000 euros. Qu'est-ce que je fais? Je viens avec mon bien, le bien que j'ai acheté, que j'ai valorisé, ça coûtait, j'avais acheté à 80 000 euros, et puis j'ai valorisé plus tard, j'avais presque 40 000 euros de marge. Je suis allé à la banque, je dis voilà, voici un bien, j'ai besoin de 10 000 euros pour moderniser le bien. Je dis ça comme ça. Ils ont besoin juste de mon titre foncier. Je leur fournis le titre foncier, ils mettent d'abord l'argent à ma disposition. Toi, va maintenant, et pas au même taux comme c'était un privat crédit. C'est vrai que c'est comme un privat crédit, mais ce n'est pas au même taux. Tu vois, avec ce bien-là, tu es solvable aussi devant les banques. Ça veut dire que tu peux avoir accès à de l'argent à tout moment. Et ça, façon, se comprend. Tu peux prendre ce crédit-là de 10 000 euros à la banque. À cet instant-là, il te donne comme si tu veux moderniser ton bien. Parce que sans le titre foncier, il ne te donne pas ce bien. Donc, à cause de ça, tu obtiens dans les 10 000 euros. Tu peux résoudre d'abord ce problème d'accident, comme tu as dit tout à l'heure. Tu résous d'abord. Et maintenant, tu prends le temps, tu vends ton bien, tu recombles dans ce vide-là. Et ça, on se comprend. Je comprends, donc tout revient de tout. Tu vois, à prendre les prêts à la banque pour t'en sortir encore. Quand vous avez expliqué que quand tu achètes, la maison revient à la banque. Oui. Est-ce que dans ce type de fortune, tu vas pas aller prendre le crédit avec? Non. Peut-être j'ai mal compris ta question. Lorsque tu achètes le bien, le bien appartient à la banque. Oui, le premier jour. Mais c'est toi qui as tous les papiers. C'est toi qui as tous les papiers. C'est ton bien. Mais puisque la banque t'a donné l'argent, la banque peut avoir accès à ça au cas où tu n'arrives pas à rembourser la mensualité. Là, la banque va t'avertir de temps en temps, peut-être 2-3 fois tu ne payes pas la banque t'envoie les lettres. Au cas où tu ne réagis pas, ils vont lancer dans la procédure de la vente aux enchères. Et quand ils lancent dans la procédure de la vente aux enchères, ça va te revenir en fin de compte cher. Tu vois, au fur et à mesure que tu rembourses, le bien t'appartient. Donc, je ne suis pas dans ce paramètre-là. Je suis dans le point où tu fais comprendre que bon, en cas de difficulté, tu peux présenter le document et la banque te prête 10 000 euros pour aller aménager. Quand tu achètes, ça appartient à la banque. Est-ce qu'il te donne un document que tu vas aller présenter à Non. Quand tu achètes le bien, non. Le bien c'est ton bien. Maintenant, tu viens voir la banque, tu dis, mon bien que j'ai acheté il y a 2 ans là, j'ai besoin de 10 000 euros pour moderniser le bien. Ils ne vont pas venir vérifier si tu as une modernisation quelque part à faire ou pas. Ils appellent ça modernisation crédit. C'est un peu moins cher que le privat crédit. Ça, c'est un autre fall. Tu vois? Comme tu dis, si tu ne peux pas vendre du jour au lendemain, tu as besoin d'un peu de temps pour vendre. Oui. Donc, tu prends dans ce crédit, la banque te met les 10 000 euros à ta disposition, tu résous dans ce problème, et pendant ce temps, tu as lancé la procédure de vente de ton bien. Tu as présenté ton titre foncier à la banque, parce que c'est toi qui conserves ton titre foncier. Tu présentes ça à la banque met les 10 000 euros à ta disposition, tu résous ton problème, et puis tu prends dans le temps, tu vends ton bien. Il faut même ajouter que les 10 000 euros que tu prends avant, le taux d'intérêt sur ces 10 000 euros là sont voilà, et voilà, puisque tu as déclaré ça comme modernisation, ça entre encore dans la réduction de ta charge fiscale. La différence avec les autres investissements, c'est que tu as le levier fiscal que tu n'as pas ailleurs. Je dis encore,
c'est parce que nous ne sommes pas dans le cadre du workshop qui est payant. Sinon, je vous présentais ma déclaration d'impôt de l'année passée. C'est beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que j'utilise mes biens immobiliers, je manage ça de telle manière que je m'arrête à faire au moins une modernisation par an. Je ne veux pas, je veux dire, j'ai un objectif à atteindre. Je sais que j'ai tel bien à tel endroit, ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai acheté, je lance une modernisation là-bas. Ok? J'utilise ou alors dans l'achat du prochain bien, je n'achète pas un bien déjà rénové. J'achète toujours un bien que je vais rénover parce que je vais utiliser le levier fiscal. Je n'achète pas de biens neufs, je ne sais pas. J'achète des biens, généralement j'achète des biens gâtés parce que j'ai la compétence et j'ai mon réseau qui me permet de me moderniser ça très bien à un bon prix et après en fin d'année je profite des avantages fiscaux. Parce que ce que je gagne, comme dans ma carrière, ce que je gagne, c'est beaucoup. Et comme c'est beaucoup, avec les revenus locatifs encore, c'est encore beaucoup. Ça fait que j'ai un taux d'imposition trop élevé. Donc lorsque j'utilise le levier fiscal, ça me fait une restitution fiscale très élevée. Avec mes restitutions fiscales, généralement, j'achète d'autres biens avec, généralement. Parce que ce sont les restitutions, on parle des restitutions fiscales qui sont supérieures à 10 000 € en montant. On a vu tout à l'heure qu'avec 12 000 €, tu as fait déjà un bien. Je voulais aussi ajouter que pour répondre à la question, ta question, en finance, en fait, quand tu prends un crédit, en fait c'est juste rapidement pour que chacun comprenne, à peu près prendre une décision. Lorsque le coût du crédit est inférieur à ta rentabilité, il faut investir. Parce que, en fait, si tu as une rentabilité de 6% et que 4%, vous avez que 2% par rentabilité. En fait, c'est tout simplement. Juste pour que chacun comprenne. Parce que quand tu as dit que tu es en commerce, même les gens, même Aldi, quand Aldi vend les produits, ils regardent que j'ai investi combien, j'achète à combien. Et parce qu'ils fonctionnent également avec les découvertes, les crédits, le crédit me coûte combien, et qu'est-ce que ça me rapporte. Après, le compte, il fait son calcul, parce qu'il se rend compte que le delta est peut-être supérieur. En fait, la rentabilité est supérieure au coût du crédit qu'il prend à la banque, lui, son affaire est rentable, juste pour rapidement tout ça. Bon, déjà pour les dangers, comme tu disais tout à l'heure, il y a tellement de risques, mais je sais pas, c'était pas le. Tu vois un peu, si on commence à parler des risques, on va encore dormir ici. Mais il y a, déjà, faut pas oublier, il y a les risques. Il y a les risques. Comme tout investissement, rendement élevé, risque élevé. Il faut savoir ça. C'est pour ça qu'avant de te lancer, voilà les avantages. Maintenant, si ça t'intéresse, si je venais essayer de parler seulement des inconvénients, qui va encore se lancer? Maintenant, si ça t'intéresse, tu cherches à connaître, mais je vous dis déjà, je ne peux pas venir ici, là, vous faire, on est ensemble ici, tout le monde me connaît ici, on est ensemble ici presque tous les jours. Je ne peux pas venir ici, là, vous vendre du vent. Je vous dis ce que je fais. Et j'ai déjà vu ce que ça apporte. Regardez vous-même. J'ai utilisé le levier. Ça c'est une déclaration d'impôt. Il n'y a pas besoin de créer une entreprise pour avoir un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros pour pouvoir dégager une restitution fiscale de 10 304 € en 2021. Ça, c'est à cause de la modernisation d'un seul bien. S'il y avait modernisé comme ça 5 biens, ça devait rester combien de temps? Ça, c'est pas le nom de quelqu'un, c'est mon nom. Rien que pour ça. Comme je dis, quand on veut faire les choses, faisons bien. Je dis, rien que ça là m'a permis d'acquérir un autre bien ici à l'agence. Parce que je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Je n'ai pas besoin de ça. En fait, c'est un plus. J'ai acheté un bien à Mulheim. Le bien dont je parle est à 80 000 €. Je paye 250 € à la banque tous les mois pour ce bien. Je reçois un loyer de 525 € tous les mois. J'ai vécu 8 ans en location. Ce sont mes revenus locatifs qui payent mon loyer. Tout simplement parce que la connaissance. C'est tout. Il n'y a rien de magique. Et je suis sûr que mon salaire de base, quand il a commencé, je ne cache pas. J'ai commencé à Reims avec 2200 € salaire de base, net. Je n'ai pas besoin de cacher. 2200 €, il y a beaucoup ici. Je connais même d'autres qui ont fait les formations, qui ont commencé salaire de base 2500 €. Donc ce n'est pas comme si c'était un goût de faire 10 € d'azur. Mais ça m'a permis d'élever ce bâtiment-là. 2 ans plus tard, j'ai dit, je ne peux pas faire ma vie avec 2200 €. Je dis, ça c'est un seul bien. Et actuellement, je suis en train de faire la même chose pour un autre bien ici à Ham.
Donc, comme vous dites, il n'y a pas la magie. Je ne suis pas venu ici pour vendre du vent. Et il y a des inconvénients. Pourquoi? Parce que tu vas travailler. C'est du travail. Pour moderniser le bien, il faut coordonner les handwerkers et tout ça. C'est du travail. Le locataire peut t'appeler à tout le monde. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un locataire qui est décédé, il faut s'occuper de ce cas. Il faut causer avec les avocats. Il faut s'occuper de lui. Lui, après, il va libérer le bien. Est-ce que tu dois moderniser? C'est le travail. Mais une fois que le locataire est à l'intérieur, jusqu'à il paye déjà ton loyer, ça va. Ça m'a pris peut-être 3-4 mois. J'ai résolu ça. J'ai remis le locataire depuis 1 an. Le locataire ne m'a jamais demandé où est-ce qu'il débranche, où est-ce qu'il doit. Il ne m'a jamais rien demandé en fait. Il n'y a jamais eu un an sans qu'on ne cause. Il y a d'autres locataires où ils m'appellent seulement pour me dire, par exemple, que voilà, j'aurai de la visite pour 2 semaines, donc il ne faut pas. Des petits trucs comme ça. Mais sinon, je ne veux pas dire que c'est passif, parce que de temps en temps, tu peux être actif. Mais je veux dire, c'est un investissement pour nous, académiciens, pour nous, étrangers, qui avons déjà la possibilité d'avoir un peu d'argent, 1 100, 2 000 euros. Au lieu de prendre, aller lever des conneries en Afrique, et après le loyer ne vient jamais, mieux. Oui, dis-moi, avec 10 000 euros, tu vas construire, ça n'achète même pas un terrain au Cameroun. Mais ici, avec ça, tu es propriétaire. Je suis actuellement en train de prendre un bien, j'accompagne quelqu'un actuellement qui est en train d'investir avec 8 000 euros. Le bien qu'il va acheter ne coûte même pas 100 000 euros. Oui. Bon, j'ai une dernière question. D'après tout ce que tu as parlé sur le rendement et tout, je constate que les gains à se faire ne sont pas si élevés que ça. Dans la mesure, non, va au bout de ta... Dans la mesure où, quand tu dis tu peux être riche avec l'immobilier, parce que c'est les mots que tu as employés. Je n'ai pas en train de dire qu'on ne fait pas de gain, mais je constate que pour arriver à la richesse, il faut avoir plusieurs. C'est pas avec 1-2 biens immobiliers que tu peux arriver à cette richesse. Il faut avoir plusieurs gains immobiliers. Je pense que c'est aussi à notifier qu'il faut avoir plusieurs. C'est pas avec 1-2 parce que les gains ne sont pas bien, les gains ne sont pas si élevés que ça. Donc quand tu parles de richesse, il faut en avoir plusieurs pour atteindre le mot, pour faire semblant de tendre vers le mot richesse que tu as prononcé. Tu mets quoi dans la richesse? Regarde, si tu as des investissements, suivons un peu, sa question est pertinente. Si tu as des investissements de 5 millions d'euros et les investissements que tu as effectués, tu as utilisé le levier de la banque et que tu as eu une dette de 2 millions d'euros, tu te sens bien? Tu ne réponds pas à ma question. Non, attends, réponds aussi, je t'amène quelque part. Comment tu te sens? Tu te sens pauvre ou riche? Je ne me sens rien. Regarde. Ne réponds pas à ma question. Ok, ce que je veux... Regarde, si tu as un patrimoine de 5 millions d'euros et que tu as une dette de 2 millions d'euros, ça veut dire que tu as un patrimoine net de combien? 3 millions d'euros. C'est mauvais. Tu n'es pas riche. Si tu es riche. Ça ne répond pas. C'était Voilà. pour poser une question. J'ai dit que pour arriver à ça, ce n'est pas avec 1-2 biens. Tu peux faire un seul investissement d'un immeuble de 12 appartements qui coûte 2 millions d'euros, comme l'autre peut acheter 10 biens de 50 000 euros. Ne regarde pas ça sur cet angle-là. Si, il faut regarder sur cet angle. Mais je veux dire, ça dépend aussi. Je veux dire, en fait, c'est un investissement que tu fais où la banque te dit, viens avec 100 000 euros, je te finance un immeuble d'1 million d'euros. Je veux dire, si tu fais comme ça 5 fois. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Bon, il y a un investissement donc tu t'assois, tu n'apportes rien, tu n'as pas de capital et puis les bénéfices se versent. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce Bon, que reformule ta question. Ma question, c'est si j'ai bien compris. Ce n'est pas avec 1 bien, 2 biens. C'est avec beaucoup. Quand tu dis un immeuble, ça reste un immeuble. Le fait que ce soit un immeuble, c'est 15 appartements dans un immeuble, je ne sais pas, 10 appartements, ça reste plusieurs biens. Ce n'est pas avec 1 bien, 2 biens que tu arrives à la passer. Tu as prononcé le mot richesse. Mais non, on dit la même chose. J'ai dit tout à l'heure, c'est 10 biens, 540 000 euros de bénéfices, sinon. Si tu as 10 biens et qu'en un bien tu fais un bénéfice de 50 000 euros en 10 ans, 10 biens ça fait combien? Si tu veux beaucoup de bénéfices, il faut aussi avoir le cœur d'investir beaucoup. Tu investis petit, ou bien je suis pas en train de répondre à ta question. Bon, en fait, c'est ça, c'est ça. Pour gagner beaucoup. Beaucoup, tu fais beaucoup. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui m'a dit que ça doit être. Tu peux acheter aussi à Munich, tu peux acheter à Munich à 1 million d'euros. Ah, écoute, j'étais juste en train de dire que si c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il faut investir
beaucoup pour avoir la richesse là. Parce qu'il y en a des business où tu n'as pas besoin d'investir énormément et le rendement est beaucoup. Par rapport à ce que tu as. J'ai l'impression que tu n'as pas bien suivi tous les leviers que j'ai. Je laisse terminer. Je voulais juste relever ça et nous sommes d'accord. C'était un point que je voulais relever. Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est ça, d'accord. C'est tout. Il faut beaucoup investir. Il faut beaucoup parce que les gens vont prendre un qui va devenir riche. Tu auras deux locataires qui vont te donner 200 euros, 100 euros. Non, c'est parce que tu vois ça petit. Tu vois ça comme ça. J'ai parlé ici d'un bien où. Écoutez, ce qu'elle dit n'est pas faux en fait. Ce qu'elle dit. Mais écoutons, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dépensé 80 000 euros pour un bien où je paye 250 euros à la banque et j'ai un revenu de 525 euros. Ok? Si je parviens à en faire comme ça, 10 biens, ça me fait 5250 euros. Non, si on fait la différence, on est autour de 300 euros de différence. Ça me fait 3000 euros de bénéfices par mois. C'est petit. En dehors de ce que je fais là, ça n'a rien à voir avec mon boulot. Hein. Mon salaire passe propre. Et c'est avec ça que je bâtis ma richesse. La bourse ne me donne pas ces possibilités-là. La bourse ne va jamais me donner 10 000 euros. Alors en fin d'année, jamais. Au contraire, quand je gagne à la bourse, je paye l'État. Et je donne 25% du bénéfice à l'État. Il y a plusieurs investissements. Oui, il y a plusieurs. Il y a l'air primal, il y a plusieurs. Mais nous, on est en train de faire des choses qui sont à notre portée en fonction de la connaissance qu'on a. Bref, moi, je prends le couloir que je maîtrise. Il y a beaucoup d'investissements. Il y a la bourse. Il y a les gens achètent même les voitures de luxe. Ils gardent dans leur garage, espérant que ça va prendre la valeur. Chacun a son couloir. Mais je prends le couloir, je propose le couloir et j'oriente en fonction de ce que je connais, ce que j'ai palpé et touché du doigt. Je ne veux pas t'expliquer ce que je ne connais pas. Mais avec l'immobilier, et en plus, il faut aussi savoir que tu peux aussi acheter un bien quelque part, tu découpes, tu mets ça à la disposition des étudiants. J'étais par exemple sur un projet à Stanford où je voulais prendre un immeuble de 3 appartements où je voulais diviser ça en 11 chambres. Ça me faisait un cash flow de près de 2500 euros par mois. Je ne me suis pas entendu ce prix d'achat. Mais si tu fais un cash flow quelque part de 2500 euros, tu donnes 40% à l'État tous les mois. Le reste, ça part où? Dans tes poches. Je suis allé à Clochtal. J'ai un peu vu comment les gens vivent là-bas. J'ai un peu étudié le marché immobilier à Clochtal. Mais les gens se font une argent malade. Ça veut dire que quelqu'un vient, il n'a même pas besoin d'acheter un bien. Il loue un appartement, il divise ça en 8 pièces. Il met les étudiants partout. 200 euros. Il se fait un argent fou. Ça va être compétent. Je veux dire, si tu veux beaucoup d'argent dans l'immobilier, tu dois travailler. En tant que, si tu as ta carrière à côté et immobilier, et que tu veux avoir beaucoup d'argent dans l'immobilier, là, comme elle veut, tu es obligé de choisir. Parce que tu as besoin de temps. Tu dois aller ici, aller là-bas. Tu dois moderniser à tout moment. Tu dois découper les pièces à tout moment. Je veux dire, il faut qu'on soit clair. Si tu veux gagner gros, tu dois investir gros. Qui voulait poser la question? Vas-y. Bon, comme tu as pris des exemples sur toi, je veux savoir, tu as des crédits à la consommation et tout, ça fait en sorte que devant les banques, c'est plus trop... Oui, tu es dans la zone. À partir de quand, donc toi-même, tu deviens propriétaire, tu quittes de la location, donc tu quittes de la location pour avoir ton propre bien à toi, ta maison à toi. C'est quand tu auras assez de bénéfices avec tes biens où la banque peut encore, au-dessus de tes crédits que tu as déjà, t'accorder d'autres crédits pour toi-même. Quand tu as, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais si tu as un crédit, et bon, ça dépend aussi du crédit. Si les crédits sont en dessous de 20 000 euros, là, ça c'est pas un crédit. Quand il parle de crédit à la consommation, il parle de costauds crédits à partir de 30, 40, 50 euros. Tu as pris les crédits par rapport aux biens, comme tu dis, locatifs. Non, il n'y a pas de problème. Parce que la banque regarde le crédit que tu prends, il regarde les loyers aussi. Tu as une mensualité et tu as le loyer. Donc si tes loyers, les revenus locatifs que tu as, sont à peu près au même niveau que la mensualité, tu vas toujours venir et la banque va te financer. Je dis, avant d'aller pour ma résidence principale, j'avais déjà les biens. Mais je n'ai pas eu de problème avec la banque. Il n'y a pas un temps. Non, il n'y a pas un temps. Tu peux, selon si tu as l'apport personnel qu'il faut et que tes revenus te permettent de couvrir ça, c'est-à-dire que le bien que tu vas acheter pour vivre à l'intérieur, même si tu as les crédits pour les biens immobiliers, la banque t'accompagne. C'est pour ça que la banque prend le temps pour étudier toute ta solvabilité. Et dans l'étude de ta solvabilité, il y a tous tes crédits. Et pour les crédits à la consommation qui sont en dessous de 30 000 euros, 20 000 euros, ce que je fais généralement avec les clients qui sont dans les dettes, déjà,
près de 95% des Africains qui accompagnent les crédits à la consommation. Généralement, ce que je fais, c'est quoi? J'étale ça sur la durée. Ils ont parfois les crédits de 5 ans, de 7 ans, j'étale ça sur 10 ans. Ça réduit la mensualité. Ça dégage un peu d'espace dans son bilan. Et puis, ça permet donc à la banque de financer. J'ai financé aussi plusieurs personnes dans ce sens. Oui. Et le crédit, c'est considéré comme quoi? Quel crédit? Ça, parce que tu parles. Crédit immobilier. Oui. C'est un crédit immobilier. Mais est-ce que ça ne te met pas aussi peut-être dans le rouge quand tu vas aller? Jamais, parce que la banque a la même mise ce bien. La banque a ça comme sécurité, c'est la garantie. Donc si tu ne rembourses pas, la banque a accès sur ça. Ils adorent. Voilà ce que les banques aiment. Ils adorent les académiciens qui veulent investir dans l'immobilier. Parce que la sécurité. Ils veulent sécuriser les investisseurs. Ils cherchent l'argent. Ils sont là pour chercher l'argent. Et ils veulent donner le crédit aux gens qui ont la... Tout simplement. En fait, vous cherchez l'argent. Le problème du crédit de consommation, c'est que derrière, exactement. Oui. Elle ne voit pas ce qui est derrière. Donc, du coup, derrière, tu sais pas la garantie. Parce que la voiture, quelles sont de l'usine a perdu en valeur. C'est pour ça que le taux d'intérêt est souvent doublé 3 fois. Actuellement, pour l'immobilier, tu as 4,5%. Crédit immobilier. Crédit à la consommation, tu es autour de 8% actuellement. La banque se fait beaucoup d'argent parce qu'elle n'a pas de sécurité. Elle n'a pas de garantie. Oui. J'aurais deux questions. La première question, c'est de savoir, est-ce qu'avec le séjour, elle est terminée réellement, tu n'as pas de difficulté à avoir un crédit bancaire? Moi, je ne suis pas allemand. Merci. Deuxième question, c'est la capacité d'endettement. Ça va parler de ça. Je veux savoir quels sont les facteurs qui font augmenter ça. Parce que j'aurais pu poser à l'inverse, mais je suis allé dans le sens où je comprends la ta question. En fait, pour pouvoir se financer un immobilier de 700 000 euros, tu as forcément besoin d'avoir aussi des choses à faire pour une réflexion. Oui. Est-ce qu'on donne des paramètres qui permettent de grandir ça? Tes revenus. Oui. Par exemple, si tu gagnes 2500 euros net et que tu parviens à faire un autre boulot qui te permet de quitter de 2500 euros à 3000 euros de salaire, c'est un levier puissant pour augmenter ta capacité d'endettement. Mais généralement, le raccourci qu'on utilise, c'est quoi? Ne reçois pas ton... C'est pour ça que ceux qui regardent mes vidéos, je conseille toujours un jeune ingénieur ou alors quelqu'un un expert qui vient de finir sa formation. Ne te lance pas directement dans la résidence principale, tu t'enterres. Parce que dans la résidence principale, parce que tu as 2500 euros de salaire. La résidence principale va te coûter au moins 2000 euros le mois. Ça veut dire qu'il ne reste plus beaucoup. Quand tu vas venir voir la banque va te dire que ton crédit que tu as pris pour ton bien pour vivre à l'intérieur, c'est élevé. Par contre, si tu fais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que tu achètes seulement en location, crédit, loyer, tu présentes à la banque, crédit, loyer, même si tu as 50 biens, tu as 50 crédits, tu as 50 loyers, la banque qui gagne Rechnen, la différence c'est combien? Voilà, ce qui reste donc, on déface ton salaire, on te dit donc, ok, tu peux acheter une maison à 300 000 euros, à 400 000 euros, à 500 000 euros. Donc ça se passe. Oui.